Swear. Bienvenue au récap, la sueur de l'UFC 236, Holloway versus l'ami d'Austin Poirier. Donc le podcast est disponible sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes habituelles de streaming pour tout ce qui est podcast audio. Là, vous pouvez nous écouter sur YouTube, nous poser des questions sur contact@lasueur.com, mais aussi sur Instagram, @lasueur. Donc mon cher Polydomso, avant le main event, que tout le monde attend, parce qu'on a reçu beaucoup de messages, le co-main Gastelum Israël Adesanya, là aussi on a reçu beaucoup de messages. Bon, ce qui s'est passé finalement, c'est la plupart des auditeurs La Sueur s'attendaient à une victoire d'Adesanya. C'est vrai. Je pense qu'ils n'avaient pas imaginé ce genre de combat. Non, c'est vrai que c'était tendu, c'est une guerre, hein. On peut dire ça comme ça. Chacun a eu son petit moment de brillance. Et il y en a un qui s'est révélé vraiment, pour le coup, l'âme d'un champion. C'est-à-dire Adesanya, il a su puiser en lui des ressources et capitaliser sur la faiblesse et sur la fatigue de Gastelum. Parce qu'arrivé au 5e round, il y avait 2 rounds partout, quoi. Tout à fait. Il y avait égalité, c'était le 5e round qui déterminait. Donc c'était vraiment un beau test pour Adesanya, pour voir de quelle trempe il était fait. Parce que pour le moment, ça avait été plutôt plus ou moins une promenade de santé. Clairement, oui. Précédent combat. Il n'y avait pas eu de vrai contender, ouais. Exception faite de Marvin Vettori, mais Vettori, c'était juste que c'était. Au niveau du style. Voilà, c'est ça. C'est le style, ça coinçait un petit peu parce que Vettori, il a un style qui est pas très commode. Et en vrai, Adesanya n'avait jamais été en danger contre Vettori, tu vois. Tandis que Gastelum, il y a un moment, parce que le premier knockdown du premier round, il n'était pas vraiment en danger, Adesanya. Ouais. Mais au quatrième, autant à la fin du 4e round, là, Adesanya, il est passé pas très très loin de la correctionnelle, tu vois. Exactement. Et il a eu pas de la chance. Il a eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Gastelum a pris la plus mauvaise décision à ce moment-là. Tout à fait. De chercher le takedown contre la cage alors que tu es rincé physiquement, c'est toujours une mauvaise idée, surtout en fin de round. Après, peut-être qu'il s'est pas non plus rendu compte à quel point Adesanya était dans la sauce, parce que c'est vrai que quand il se prend le head kick, qu'il n'attend pas du tout, parce que c'est le premier que Gastelum tente du combat, il se le prend vraiment bien. Il est complètement sonné, ensuite il se prend un nouveau coup, et je pense que Gastelum, lui aussi, n'était pas frais complètement. Non, et c'est sûr. Il n'avait pas la lucidité pour finalement c'est sûr, là c'est comme toujours, hein, quand on parle de combat, on a une approche qui est distanciée. On n'est pas dans la cage, donc évidemment, on dit, nous, d'un point de vue, on va dire, de spectateur, ce qui aurait été intelligent ou mieux de faire, tu vois. Et je pense que Cordero, il a dû perdre les derniers cheveux qu'il avait quand il a vu Gastelum aller pour le takedown, parce que là, à 30 secondes de la fin du 4e round, il fallait capitaliser à mort, tu vois, fallait capitaliser un max. Et c'est vrai que là, Adesanya était contre la cage, et même sans aller jusqu'à terminer le combat, par exemple, frapper au corps Adesanya à ce moment-là, ça aurait pu mettre des billes pour l'autre round. Parce que là, sur les 30 dernières secondes du 4e round, Adesanya, il a pu se reposer. Exactement. Ouais. La stratégie, moi je trouve qu'Adesanya, il a été très bon parce que il était toujours au bout des coups de Gastelum. Même quand il prenait des coups, il les prenait vraiment pas directement. Il partait avec les coups, il roulait avec les coups de poing comme disent les Anglais. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a fait un truc que fait beaucoup Ned Diaz et les frères Diaz en général, parce qu'ils sont assez grands, c'est qu'ils se penchaient toujours en avant et ils se mettaient toujours à hauteur de Gastelum. Et quand Gastelum frappait, en fait, il n'avait même pas vraiment besoin de bouger, il se relevait comme il était, il faisait un petit retrait du buste et il reprenait sa taille normale. Et en fait, Gastelum ratait ses coups. Et en plus, comme il s'engageait vraiment très fort sur ses coups. Exactement, ouais. Enfin, il s'exposait. Et c'est pour ça que, il y a eu vraiment une trajectoire complètement opposée entre les deux, où vraiment Gastelum, lui, a très bien commencé, et petit à petit a commencé à sombrer entre le footwork, la fatigue, et comme tu dis, s'engageait complètement, alors que d'un autre côté, Adesanya a commencé à trouver sa distance. Enfin, c'est vraiment, il y a un moment donné, ils sont croisés au 3e round, et enfin 4e round plutôt. Non, 4e round, à part l'accident qu'il y a eu de fin de round, c'est vrai que c'était disputé, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai que je pense que ce qui n'a pas rendu service à Gastelum, bon là, c'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. mais non, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le malheur de Gastelum, c'est d'avoir touché
touché Adesanya au premier round. Je pense que Gastelum, il a dû partir avec un game plan qui devait introduire plus de lutte, plus de clinch, plus de dirty boxing, rendre le combat sale, tu vois, pas rester à distance contre Adesanya, c'est toujours une mauvaise idée. Sauf que le problème, c'est qu'au premier round, il a chopé Adesanya avec le bout de son crochet, hein. Il l'a même pas chopé clean, hein. Il l'a chopé avec les phalanges, hein. C'est quand on voit les ralentis, et il a fait tomber Adesanya. Et je pense qu'à partir de là, dans la mentalité de Gastelum, il s'est dit en fait, je l'ai à peine effleuré, il tombe. Si jamais je le touche proprement, il est mort, tu vois. Il est mort. Et il avait peut-être raison, sauf qu'il l'a jamais vraiment touché proprement. Donc, voilà, tu vois. Après, il lui a couru après, en fait, pendant tout le combat, et il s'est exposé. D'ailleurs, au deuxième round, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a bien commencé le deuxième round, mais il s'est fait contrer salement fin du deuxième round. Oui, parce qu'il le prend bien. Parce que ce knockdown-là, il est violent parce que il se le prend pleine poire. Tu le vois même pas venir, tu vois. C'est les pires coups, tu vois. Et toute autre personne que Gastelum serait tombée à ce moment-là, hein. Oui, et après, le cinquième round, on peut éventuellement en parler, où là, c'était très très compliqué pour Gastelum, car encore une fois, les deux derniers rounds, il les a vraiment commencé de manière très agressive, et à chaque fois, ça s'est retourné contre lui, et le cinquième, c'était vraiment très compliqué, parce qu'il ne se fait pas finir sur le combat assez miraculeusement, si vous voyez le cinquième round, parce qu'à chaque fois, il se relève pour finalement mieux retomber, mais il était à bout de force. Ouais, je pense que l'arbitre aurait pu. Oui, si ça n'avait pas été le cinquième, je pense que. Là, c'est juste que c'était le cinquième, il a laissé courir, mais honnêtement, par exemple, si on avait été dans une dynamique inverse, si Gastelum avait gagné les 4 rounds et qu'au cinquième, ça s'était passé comme ça et que l'arbitre n'aurait pas arrêté, il y aurait des gens qui auraient gueulé, tu vois. Enfin, vraiment, parce que c'est. Bon, là, il s'avère que le match, Adesanya le gagnait, donc c'était comme ça. Adesanya, il a vraiment puisé et on sent, c'est un truc de dingue, mais que dès qu'il a vu que Gastelum commençait à ralentir, il a agressé Gastelum, il l'a plus lâché, tu vois. Donc vraiment là-dessus c'est intéressant parce qu'au niveau du mental, il y avait toujours une petite interrogation sur Israël Adesanya et il a révélé qu'il avait vraiment un mental de winner, quoi, tu vois. Un bon mental de winner. Bravo, monsieur Adesanya. Alors, je ne sais pas, mon cher Polydomso, t'as un petit truc qui fait toc-toc quand tu tapes. Mince. Je sais pas, je sais pas. Bah voilà, quand t'as fait Voilà. Enfin, voilà. Bref, mais en tout cas, un sacré combat entre les deux hommes, donc qui s'est terminé par Fight of the Night, pardon, pour les deux, donc c'est mérité, hein, ils ont bien mérité leurs $50,000 chacun. Si je peux faire une petite observation, le combat, il a permis aussi de voir que Israël Adesanya, même blessé, il a quand même une bonne takedown défense au niveau et vraiment c'est pas le meilleur des lutteurs Gastelum, mais c'est un mec efficace, quoi. Et c'est toujours un bon révélateur de voir ce que vaut ta takedown défense au 4e round quand tu t'es pris un head kick dans la tête, tu vois. Et en fait il a quand même il est assez bon, tu vois. Il a été bon, et puis voilà, il n'y a pas eu ce côté aussi énorme baisse au niveau du cardio, parce qu'il a su continuer d'avoir son jeu de jambes et aussi toutes ses feintes, alors que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Gastelum, lui, ça a été vraiment le contraire. Tu avais vraiment ce côté, il fallait que son coach le rappelle à l'ordre entre chaque round pour dire, écoute, maintenant, tu fais ça, tu recommences à avoir cette garde un petit peu plus aérienne et tu arrêtes de rester juste en face de lui complètement flat-footed. Et c'est vrai que même en regardant ce combat, on avait un peu ce côté, tu vois, dilettante de Gastelum, tu vois, qui revient, le mec qui finalement n'a pas finalement le sérieux pour faire le weight cut en welter. Attends, cela dit, ça, parce que on a beaucoup critiqué Gastelum. Oui. Moi, depuis que j'ai vu sa famille, je lui jette pas la pierre parce que je pense que c'est génétique, que c'est des barriques. Je dis ça. Disons des gros modèles. Barrique, c'est pas super sympa, mais c'est des gros modèles. Donc je pense que c'est difficile pour lui déjà naturellement. Au-delà de ça, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'il a confiance en sa boxe, Gastelum. Et il y a quand même pas mal de moments où ses mouvements de tête, ça marchait. Mais le truc, c'est que ça marchait parce qu'il ne se prenait pas des coups directs en pleine poire, mais il prenait quand même les coups, tu vois. Et en fait, ça s'est accumulé. Et à la fin, il était rincé, tu vois. Et c'est ça qui lui est arrivé. Donc, ça va être riche d'enseignements, ce combat-là, parce que mine de rien, on l'avait dit aussi dans le podcast preview, hein, c'est vrai que là, c'est un peu ce qui s'est passé, le combat contre. C'est un peu, pour moi, dans le sens, un peu comme Jacare, sauf qu'il y a eu la sentence au 5e round. Contre Jacare, c'était pas tombé. Et là, il va pouvoir se dire, ok, je ne suis pas Iron Man. Parce que contre Jacare, tu avais ce côté-là où effectivement, il pouvait s'en prendre. Ça flanchait pas là le 5e round. Clairement, là, il sait que bon, j'ai atteint mes limites physiques.
Donc j'espère pour lui qu'il reviendra bien. Il y avait une petite question de Rox-Antoine sur ce combat-là. Salut la team, déjà un grand bravo pour votre travail, merci. J'aimerais avoir votre avis sur le co-main du 236 et de la phase au sol d'Adesanya, donc déjà évoqué par Monsieur Polydomso. Que pensez-vous de la technique qu'il a eue et donc est-ce de bon augure pour le combat contre Whittaker? Alors il y a deux choses. En takedown de défense, j'ai trouvé qu'il était bon, sauf dans le. En fait, si tu veux, dans l'octogone, il y a les phases de lutte contre la cage et il y a les phases de lutte, on va dire, dans le milieu de l'octogone. Et elles n'ont rien à voir, en fait, les unes les autres. Tu vois. Contre la cage, quand tu es en défense, tu peux vraiment très bien te défendre si tu as des techniques de défense. Un bon exemple, c'est Mirko Cro Cop, par exemple. Contre la cage, il était vraiment difficile à mettre au sol, alors que dans le milieu de l'octogone, c'était pas le mec le plus difficile à mettre au sol. Tu vois. Et là, c'est pareil. Israël Adesanya, le seul takedown qu'il a pris, c'est au milieu de l'octogone. En contre, il s'est fait, c'est Gastelum qui a changé de niveau. Une des rares fois où il l'a fait, d'ailleurs, il aurait pu le faire dans le 3e round, il me semble. Il aurait pu le faire plus souvent, mais et là, ça a marché. Alors, en revanche, la séquence au sol, elle a été beaucoup trop rapide pour qu'on puisse tirer des enseignements. C'est juste que faut pas, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a eu des tentatives de soumission, il y a eu je sais plus, il est passé sur un triangle à un moment donné où je sais, enfin, je sais plus très bien en il y a souvenir. une guillotine, c'est guillotine, standing guillotine, et puis ensuite il est passé sur triangle, ouais, sur un triangle. Il y a eu ce qu'on appelle un scramble, tu vois, il y a eu des mouvements, tentatives de soumission. Mais moi, j'en tirerais pas grand-chose parce que c'est pas pour ôter quelque chose à Adesanya, mais je pense qu'en fait, ce qui a beaucoup joué là-dedans, c'est le côté fatigue et le côté. Après, tu as le côté être à l'initiative. Je m'attendais pas à ce qu'il tente quelque chose comme ça à ce moment-là du combat parce qu'on était quand même assez avancé. Et je me suis dit, tu sais, quand même, title fight et tout, premier title fight de chaque côté, il tente ça. Non, mais c'est bien. En revanche, c'est sûr que c'est la bonne voie pour Adesanya, d'autant que Adesanya, il est quand même grand et longiligne. Ouais. Donc, toutes les techniques, on va dire, de triangle, on va dire de garde active, tu vois, triangle, clé de bras et tout, même si ça marche pas, c'est toujours mieux de rester actif quand tu as un mec qui peut te poncer, tu vois, surtout un modèle comme Gastelum, parce que je pense que Gastelum en grand endpoint, ça doit vraiment pas être rigolo, tu vois. Donc, être tout le temps actif pour créer du mouvement, et sur ce mouvement, même si tu vas pas soumettre, parce que c'est quand même difficile de placer un triangle sur un mec qui a le bagage de Gastelum, bah, au moins tu vas créer du mouvement, du chaos, il va pas pouvoir installer son jeu de contrôle, et là-dessus tu vas pouvoir te relever, fatiguer l'adversaire, voire même, là il l'a pas fait à Adesanya, mais c'est un truc que fait par exemple Tony Ferguson, placer des coudes dans la garde, qui vont vraiment avoir leur petit effet quand même sur l'adversaire. Donc oui, c'est encourageant. Après, reste à voir s'il est capable de faire ça contre des mecs qui sont plus physiquement à point, enfin plus impressionnants, ou en tout cas qui ont un jeu. On attend la triangle choke contre Jacare, voilà. Ouais, voilà. Non, bon, Jacare, non, mais même par exemple contre un Weidman. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce serait intéressant de voir. Je dis pas qu'il peut pas le faire. Hein. Je dis juste que ce serait intéressant de voir dans ce domaine-là du combat. Effectivement. Et donc là, voilà. En tout cas, il y aura ce fameux combat souhaité par l'UFC, plutôt Whittaker-Adesanya dans un stade gigantesque en Australie. Ça va faire plaisir aux fans, ça va être superbe. Moi, je suis assez impatient pour ce combat-là. Et ensuite, quel que soit le vainqueur, hein, j'aimerais bien les revoir contre des vrais middleweight. Et surtout, tu en parlais avant, d'Adesanya. C'est vrai que là, niveau physique, il n'a pas non plus rassuré énormément. Bah, moi, je pense que c'est un peu, faut pas lui faire un procès non plus enfin, pas un procès. Enfin, je veux dire, faut pas tirer non plus des conclusions trop hâtives. C'est vrai que Gastelum frappe fort. Gastelum, il a mis knockdown ses 6 derniers adversaires, donc on peut pas vraiment. Oui, c'est vrai, oui, maintenant. Bah oui, toujours. Donc, et puis bon, le head kick, il l'a touché parfaitement. Là encore une fois, ça aurait pu être la fin du combat pour des combattants moins résistants, moins forts. Donc c'est vrai qu'il donne cette impression un petit peu de fragilité, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Gastelum, il cogne quand même, il envoie, tu vois. Donc il faut voir après. Après, moi, ce qui m'inquiète chez Adesanya, c'est que, à mon sens, et je dis ça alors qu'il a gagné le combat et qu'il a fait une belle performance, hein, c'est pas ça, mais à mon sens, en défense, surtout en défense quand on le pousse, parce que les rares fois où Gastelum a touché vraiment, c'est quand il a fait des combinaisons, mais en avançant. Parce que le problème de Gastelum, c'est qu'il restait trop sur place, pas assez mobile, et il envoyait ses crochets hors de portée, il se déséquilibrait,
Et Gastelum, en fait, juste, il faisait un petit. Adesanya faisait un petit retrait du buste, il enchaînait. Mais généralement, quand tu regardes, Adesanya, il recule souvent en ligne droite et souvent avec les bras en Exactement, avant. oui. Comme ça. Et ça, bah, tu vois, ça peut passer contre plein d'adversaires. C'est passé contre Gastelum. Mais j'ai crainte qu'un adversaire qui aurait le bagage technique et une bonne équipe qui exploiterait ça puisse exploiter ça. Moi, c'est plus ça qui m'a inquiété que la fragilité physique d'Adesanya, tu vois. Affaire à suivre, en tout cas. Et donc, le main event, Max Holloway contre DP Dustin Poirier, number 2, la revanche. Dustin Poirier, qui est un vrai lightweight, là il l'a montré, eh bien c'est imposé par décision unanime, clairement, il n'y a pas de... Enfin, je ne suis pas de l'avis de notre cher Habib avec un... Ouais, gros, c'est non. Khabib qui disait que... Oui, pour moi, il a ça avait vraiment été bien gagné. Je suis assez triste pour Max Holloway de voir sa série de 13 victoires consécutives, plus grosse en activité de l'UFC, se terminer ainsi. Mais voilà, il a vraiment été clairement battu par un Dustin Poirier qui était vraiment, pour le coup, beaucoup plus puissant. Et on a vu que là, pour le coup, la boxe en volume de Max Holloway, certes, c'était dangereux, mais il suffisait que Dustin Poirier touche pour vraiment complètement rompre toute la dynamique sur laquelle Max Holloway était. Et on voyait chaque fois qu'il avançait, il suffisait qu'il se prenne un contre et boum, ça brisait tout. Et Ouais. clairement, ouais, et puis on va dire le jeu, et pour moi, le coup de genou, c'est un peu le. C'est ce qui a fignolé le travail. Exactement, Ouais, voilà. ça c'est clair. Ouais, bah là, pareil, la team des pronos pétés est bien représentée. On est là, on est Al. Toujours. Bah, moi, en plus, là, franchement, j'étais bien à côté de la plaque parce que j'ai quand même bien lustré Holloway en disant que c'était le meilleur boxeur. Je le pense encore, même malgré ce combat, parce que même dans cette défaite-là, il a montré des trucs qui étaient impressionnants. Parce que quand même, Holloway s'est fait cueillir, mais vraiment à froid au premier round. Ouais. Et malgré ça, quand tu regardes, il se prend, je crois, il y a 3 coups qu'il se prend où il est on wobbly leg dans la langue de Jay-Z, tu vois. Et même dans ce cas-là, même quand, parce qu'à mon avis, ça devait être la guerre nucléaire dans sa tête à ce moment-là. Ah non, mais le premier round, ça a vraiment été un wake-up call. Enfin, pardon, une prise de conscience à ah ok, d'accord, Ouais, c'est comme ça. mais tu vois, mine de rien, malgré tout, quand même, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré le fait qu'il s'est vraiment fait sonner salement, et ben, il continuait quand même en pilote automatique, il s'est pas fait enfermer contre la cage, il faisait jamais 2 pas en arrière en ligne droite, il cassait toujours les angles, il était toujours là. D'ailleurs, il a mis knockdown de Poirier pendant le premier round aussi sur un check hook, il était toujours présent, tu vois. Donc malgré tout, Holloway, il a quand même d'énormes qualités. C'est vrai que là, ce qui l'a surpris, c'est la puissance de Poirier et le savoir-faire aussi, parce que Poirier, mine de rien, oui, j'avoue, il a été lucide, il a été extrêmement lucide. Mais même, je vais te dire un truc, j'ai sous-estimé Poirier, je le reconnais, parce que moi, en fait, Poirier, le problème, c'est que je vois sa carrière dans son ensemble, et j'ai toujours en mémoire les combats qu'il a fait contre Conor McGregor, contre Michael Johnson, mais aussi contre Joseph Duffy, tu vois, où le mec, contre Joseph Duffy, il a gagné le combat, mais il s'était fait manger debout, quoi. C'était ultra violent, tu vois. Et parce que il a eu une progression, c'est à partir de son combat contre Jim Miller où il s'est amélioré à mort, mais ultra rapidement. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est un mec ça fait longtemps qu'il. Exactement. Il a plus de 20 combats à l'UFC, je crois. Ou 22, ouais, c'est ça. Tu vois, ouais, parce que je sais pas s'il était au WEC, je veux pas dire de conneries avant, mais ça fait un moment qu'il combat pour l'UFC. Et là, subitement, ça fait 2-3 ans qu'il a amélioré son game, tu vois. Depuis la défaite contre Michael Johnson. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est son combat contre Jim Miller où il a commencé à avoir un bon jab et il a commencé à vraiment boxer discipliné, tu vois. Parce qu'avant, c'était un peu un chien fou, tu vois. Un chien fou, et oui. C'est ça. Et par exemple, un truc qu'il faisait avant et qu'il fait plus maintenant, c'est que quand on l'agressait, il reculait à fond et puis il s'engageait. Enfin, il surréagissait en fait aux agressions. Et ça, contre Holloway, ça l'aurait tué, tu vois. Ouais. Et là, il était vraiment, il a gardé son calme, même dans les moments extrêmement chauds. Quand il était coincé contre la cage et qu'Holloway commençait à activer le mode Mad Max, j'étais impressionné. Enfin, il était sûr de lui, sûr de ce qu'il apportait. Non, vraiment impressionnant. C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire contre Holloway, si tu surréagis, tu vas te faire bouffer physiquement parce que tu vas t'épuiser en surréagissant. C'est ce qui est arrivé à Ortega. Il bougeait trop la tête, il faisait trop de mouvements, il s'est épuisé. Tandis que là, Poirier, il avait une défense qui était super intéressante. Moi, j'ai adoré personnellement parce qu'il y a faites le test, il n'y a pas beaucoup de coups de Holloway qui ont touché net. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coups il avait cette garde, tu sais, Philly Shell, tu vois, de boxe anglaise. C'est très étonnant d'ailleurs. Je pense que son coach a dû lui faire taffer ça à mort.
où en fait tu te protèges avec ton épaule. C'est un peu la garde de Mayweather en fait, pour ceux qui regardent la boxe. Mais lui, il le fait sans les mouvements parce que c'est un peu une version rudimentaire, mais ça marche. Où en fait tu te protèges avec l'épaule et tu vas mettre ton bras arrière ici, tu vois. Et quand tu regardes, les coups d'Holloway touchaient souvent le crâne ou l'épaule de Dustin Poirier. Et alors l'avantage de cette garde, c'est qu'à la différence des autres gardes où tu vas mettre tes bras en avant, bah, tu vas pas voir ce qui va t'arriver. Tu t'aveugles toi-même quand tu mets ta garde. En tout cas, tu obstrues ton champ visuel. Tandis que quand tu mets ton épaule, tu vas protéger ton menton, mais tu vas quand même continuer de voir ce qui se passe. Et c'est ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il se protégeait. Et dès qu'il voyait un trou, boum, boum, il déclenchait les crochets. Et là, il touchait, mais à chaque fois. Exactement. Et c'était super impressionnant que, ouais, il y a eu je te dis, il a énormément progressé. Donc voilà, un coup le pas. Et puis même, on a tous sous-estimé Dustin Poirier. Moi aussi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, tu vois, les moments où justement il commençait un peu à piocher physiquement, une superbe utilisation de sa lutte pour, par exemple, la fin du 5e round, où là, ça commençait à devenir un petit peu chaud pour lui. Bah, les 30 dernières secondes, tu vois, il arrive à maintenir Max Holloway contre la cage. Lui, il recouvre un peu ses forces et tout. Il récupère tranquillou. Comme ça, tu as 10 secondes à la fin où tu as Max qui essaye d'instaurer un brawl. Lui, bah, forcément, il se lance pas là-dedans. Ouais. Enfin, vraiment hyper intéressant. Il avait fait ça aussi au 3e, je crois, ou pareil, quand il commençait un peu à piocher. Enfin, bref. Non, mais 4e, il a failli se faire choper quand même au 4e sur un dart choke. C'est passé à 5 secondes. Et là, franchement, les boules pour Holloway parce qu'il avait la soumission. Hein. Il l'avait, quoi. C'était assez tight. C'est passé à quelques secondes du buzzer, quoi. Donc, pas de bol. Mais bon, voilà. Enfin, après, moi, personnellement, je m'inquiète pas trop pour Holloway parce qu'il a fait un super combat. Parce combat. que c'est la question, mon cher Polydomso, on a reçu énormément de questions. C'est alors quoi pour Holloway, est-ce qu'il est condamné finalement à rester en featherweight parce que là, cette catégorie-là, physiquement, les mecs sont trop chauds. Est-ce que toi, tu veux le voir redescendre ou tu veux qu'il reste en lightweight? Je sais pas, là, honnêtement, c'est à lui de décider. Enfin, je veux dire, c'est lui son ressenti par rapport au combat, ce qui va déterminer. Moi, je pense que il est pas, c'est pas une limite les lightweight. Je pense qu'en fait là, c'était trop rapide de passer de featherweight directement à lightweight et de combattre un Dustin Poirier. Ça fait, on disait 5-6 combats, peut-être même plus qu'il est en lightweight, qui est bien installé, qui a pris du poids pour être en lightweight, mais qui sait pas, tu vois, parce que je pense que Holloway, il a pas eu le temps physiquement de monter sa carrure. Tu vois, on dit beaucoup que ouais, il a du mal à cutter en 145, qu'il transporte plus de poids sur lui quand il combat pas. C'est vrai, mais c'est pas la même chose de faire en naturel, de faire 155, 160 et de cutter aller 5 pounds ou même peut-être 10 pounds le jour du combat, et en revanche de faire comme Dustin Poirier, parce que je suis sûr que Dustin Poirier, il doit faire 80 kilos, tu vois, genre dans la vie tous les jours. Beaucoup, il a monté, il a pris des muscles et tout, et ça s'est ressenti sur sa puissance de frappe. Ça fait un moment qu'il est installé dans la catégorie. Holloway, c'était peut-être un peu trop abrupt, et d'ailleurs, un des trucs qui a manqué et qui était flagrant dans son combat, c'est la puissance. Il n'arrivait pas à blesser, même quand il touchait net, notamment les coups au corps, il en a mis pas mal, mais ça choquait pas en fait Dustin Poirier. Donc en fait, je pense qu'il peut faire les deux. Il peut redescendre en featherweight. Après, tout dépend s'il arrive encore à cutter le poids, ça c'est une autre question, mais il peut descendre en featherweight et prolonger son règne en champion, parce que honnêtement, je pense que je vois pas de personne actuellement dans l'immédiat qui le menace réellement, ou essayer de rester en lightweight, de tenter. Et moi, je pense que s'il prend le temps de faire la transition, il peut être très, 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 très bon en lightweight aussi, Holloway. Tu vois. Il n'y a pas de honte à perdre contre Poirier de cette manière-là, contre ce Poirier-là, tu vois, parce que, bah, mine de rien, tu vois, là, quand même, Gaethje, Alvarez, Pettis, Holloway, là, il est sur une sacrée forme, une sacrée lancée, le Dustin. Tu vois. Ouais, impressionnant. Et pour toi, alors, est-ce que le combat, finalement, aussi, que tout le monde attend désormais contre Khabib en septembre à Abu Dhabi, ça t'excite contre Dustin Poirier? Bah, moi, ça m'excite parce que c'est un combat qui est dû. Qui est dû. On peut toujours faire l'argument que Tony Ferguson le mériterait aussi, mais là, honnêtement, à un moment donné, si Tony Ferguson ne peut pas l'avoir, c'est Dustin Poirier qui le mérite, quoi. Il a vraiment tout montré. Ça m'intéresse beaucoup parce que Dustin Poirier, il a des atouts. Il a montré qu'il était bon. C'est un gros cogneur qui maintenant en plus commence à faire preuve de subtilité et de sang-froid. Il a réglé vraiment ses défauts, enfin ses défauts non, mais ses problèmes, tu vois, les problèmes psychologiques qu'il avait avant, où dès que ça commençait à il se être faisait dur, marcher dessus. Non, mais c'est impressionnant. Et là, il a vraiment changé. Et ça, c'est
moi j'ai remarqué, c'est à partir du moment où il a changé sa coupe de cheveux. Je sais pas si t'as remarqué, avant quand il faisait de la figuration pour American History X, tu vois, il n'était pas super bon, tu vois, mais après quand il a commencé à porter sa petite coupe de cheveux de fouteux, là, il s'est amélioré, tu vois, genre, largement. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que sur les 5 derniers combats, il a montré qu'il avait vraiment le potentiel d'aller, enfin, tu vois, titiller les champions, quoi, tu vois. Et bon, moi, j'ai qu'une crainte, c'est qu'il se fasse passer la priorité, parce que là, tu vois, Dana White a dit oui, ce sera lui contre Khabib et tout. Mais si demain, tu vois, McGregor dit ouais, je veux ma revanche, enfin, j'octroie la revanche à Poirier. Il y aura ça. Il y aura ça, c'est sûr. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Ouais. Parce que je pense que pour l'UFC, c'est même Habib qui l'avait dit. Lui, Nurmagomedov préférait Max Holloway parce qu'il se disait va y avoir plus de thunes, effectivement. Champion contre champion, c'est toujours intéressant. Là, je pense que Habib, il est en mode bon. Ça fait un petit peu chier d'affronter Dustin Poirier, qui est quand même chiant à combattre et qui va pas me rapporter beaucoup d'argent. Alors que c'est vrai que s'ils font entre-temps, parce que septembre, c'est dans quand même un certain temps, ils ont le temps en juillet-août, pardon, de faire un petit McGregor-Dustin Poirier main event. Tu récupères de la thune et là, clairement, le mec qui gagne, si Dustin Poirier bat McGregor, ce sera une star. Et si McGregor revient et bat Dustin Poirier, il y a le rematch. Ouais, moi je pense que c'est ça qui va se passer. Sauf souci juridique pour McGregor qui l'empêcherait de combattre. Je pense que très logiquement, c'est ce qu'ils vont faire. Malgré toutes les déclarations de Dana White et malgré le fait que c'est injustifié totalement d'un point de vue sportif. Mais d'un autre côté, tu vois, perso, moi je serais content aussi pour Dustin Poirier parce que c'est pour ça que ce combat m'emmerdait un peu parce que d'un côté, il y a Max Holloway qu'on aime tous et de l'autre côté, ce Dustin Poirier qui est le mec vraiment le besogneux, le mec qui vraiment tu sais, personne parle de lui, mais il a fait que de travailler, il a énormément progressé. Et pour lui, un combat contre McGregor, financièrement, ce serait superbe aussi. Donc, et je pense qu'il veut aussi cette revanche au fond de lui. Donc, ouais, d'autant qu'il est largement capable de coller une trempe à McGregor, hein, ça c'est clair. Mais c'est chiant, tu vois, parce que pour la catégorie, encore une fois. Il est champion intérimaire là. Khabib c'est le champion. Quelle est la logique, tu vois, de faire ce combat-là entre temps, si ce n'est faire des brousoufs. Enfin, à part ça. À l'UFC, on a une question, mon cher Polydomso, de Gauthier par email, contact@lassueur, n'hésitez pas. Champion déchu. Salut les poteaux de la sueur. On a récemment eu 2 exemples de champions avec TJ, même s'il ne l'est plus à l'heure actuelle, à l'heure où j'écris ce message, et Holloway, qui ont changé de division et ont perdu, ce qui remet en question souvent leur légitimité en tant que champion. Ne pensez-vous pas que cette remise en question, en cas de défaite, ne va-t-elle pas pousser les champions à rester dans leur division et ne jamais viser encore plus grand? Merci de votre réponse dans le podcast et continuez votre super taf. Merci Gauthier. Je pense pas. Je pense pas. Idem. Je pense pas parce que en fait non, c'est 2 cas complètement différents aussi quand même. Ouais, alors déjà je pense que c'est plus grave pour la légitimité de TJ Dillashaw que pour ce qui s'est passé contre Holloway, parce que je pense qu'honnêtement le combat n'ôte rien à la légitimité d'Holloway, tu vois, de perdre de cette manière-là. Au-delà de ça, moi ce que je remarque c'est quand généralement c'est toi qui fais l'effort, toi champion d'une catégorie, de changer de catégorie. Bah, tu perds pas grand chose en légitimité. Tu peux perdre, mais on va dire, regarde TJ Dillashaw, on va dire, ouais, c'est le cutting, tu vois. Et là, Holloway, malgré tout ce qu'on a dit, on va dire, ouais, c'est parce que Dustin Poirier est plus puissant, tu vois, ou plus large, tu vois. Donc, je pense que c'est moins grave de perdre contre un mec d'une autre catégorie que de perdre contre le contender de sa catégorie, de perdre son titre, en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où le risque est moindre et qu'en revanche, le profit que tu peux en tirer est maximum, bah là, tout t'encourage à le faire, tu vois. Si tu deviens double champ, ton statut, il est meilleur et il explose. Donc, en fait, tu as une énorme opportunité et tu as un risque qui n'est pas si grave que ça, en fait, quand tu y réfléchis. Entièrement d'accord, mon cher Polydomso. En fait, là où ça jouerait, il faudrait qu'en fait, le champion qui monte mette sa ceinture en jeu aussi, ou qui descende sa ceinture en jeu. Là, ça ferait réfléchir les gars. Oui, tout à fait. Et puis, à moins, c'est toujours la même chose, à moins d'une défaite, particulièrement humiliante, t'as jamais vraiment ce risque-là. Et c'est vrai que TJ Dillashaw, la victoire et la défaite auraient pu être humiliantes, mais il y a eu ensuite toute cette espèce de l'arrêt de l'arbitre a été un petit peu trop tôt, c'était le cutting. Enfin, on se débrouille toujours pour finalement trouver des excuses aux champions. Question de Sefiu. Ferguson, un être a compris. Yo la sœur, Ferguson a call-out le vainqueur de Dustin Poirier versus Max Holloway. Pensez-vous que ce match-up est envisageable, d'autant plus
qu'il est très légitime, à mon humble avis, ce serait une sorte de titre intérimaire plus. On en a parlé avec Polydomso. Le problème et puis on en parle depuis des siècles à la sueur, c'est vrai que le problème de Tony Ferguson, c'est qu'il n'apporte pas d'argent. Donc là, je pense que Dustin Poirier, si c'est pas Khabib, c'est McGregor ou rien du tout. Ouais, et puis au-delà de ça, moi personnellement, Tony Ferguson, si on le fait combattre, c'est contre Khabib, quoi. Oui. Ça va bien, là, ça va bien de le remettre, de le refaire passer par les fourches Cudine, là, tu vois, de devoir tamponner Poirier. Non, c'est pas cool pour Tony Ferguson, tu vois. Donc non, là, je pense que là, Tony Ferguson, il a pas de bol, mais on va un peu le squeezer. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, les deux matchs là qui sont envisageables, c'est soit contre Khabib, soit contre Conor McGregor. Et c'est bien malheureux. Hein. Moi, je suis triste que Tony Ferguson ne puisse pas combattre autant qu'il le voudrait, mais bon, c'est comme ça. Question de notre cher sur Instagram, @lassueur, cher Coy, qui nous demande Poirier serait-il la bête noire de Max Holloway? Parce que oui, là, il a battu 2 fois donc Max Holloway. Première fois en 2012, premier combat de l'UFC de Max Holloway, donc là, hier soir, par décision unanime. Pour parler de bête noire, il faudrait en fait que ce soit des combats qui soient à peu près similaires, tu vois, dans un contexte qui se ressemble. Là, il s'était passé quoi 7 ans. Ouais, ils n'avaient plus rien à voir, c'est pas les mêmes combattants du tout, tu vois. Pas la même catégorie non plus. Ouais, non, c'est complètement différent, donc je pense que c'est un peu tôt pour parler de bête noire. Après, c'est vrai que le style là actuel de Dustin Poirier, ça fonctionne très bien contre Holloway pour tout ce qu'on a dit, parce que Holloway c'est un mec qui boxe en volume, qui est susceptible de se faire contrer parce qu'il boxe en volume. Et tu vois, mine de rien, quand tu réfléchis, il y a pas mal de fois où tu vois dans certains rounds que Holloway a perdu sur la carte. Ouais. Bah en fait, sur 80% du round, c'est Holloway qui gagne. Et en fait, sur les 20% où il va se faire sonner, bah, ça va emporter le round en faveur de Dustin Poirier. Typiquement, le round 2, c'est l'exemple total pour moi. Dans le round 2, Holloway, il se reprend, il installe son rythme, il commence à feinter, il attaque au corps, il y a un moment, il fait un truc magnifique, il feinte au corps et puis il remonte en crochet, il touche parfaitement Dustin Poirier, donc il montre sa science. Et je crois que c'est la dernière minute, il se prend un coup et là, il est en wobbly leg et en fait, il perd le round. Et là, tu te dis, merde, tu vois, genre, non, tu vois, mais en fait, c'est comme ça. Et c'est toujours susceptible d'arriver contre Dustin Poirier. Donc, en termes de style, c'est vrai que c'est pas un style du tout vraiment facile. Moi, j'attends de voir, en fait, mais je pense que ça se fera pas. Je pense pas qu'il y aura de belles, parce que là, ça fait 2 victoires à 0 pour Dustin Poirier. J'attends de voir si Max Holloway arrive à vraiment à s'installer dans la catégorie lightweight, tu vois, pour voir si c'est vraiment parce que, en fait, stylistiquement, il y a un truc qui coince vraiment, ou si c'est parce que c'était le différentiel de puissance, de poids, de taille, enfin bref, ça, à voir. Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Oui, clairement. Et puis il a été, je pense, aussi surpris complètement de ah ouais, ok, c'est comme ça que fera Dustin Poirier en lightweight. Parce que je pense qu'il gardait quand même bien en mémoire ce qui s'était passé en 2012 et oui, bah c'est ça. En 2012, il s'était pas vraiment pris de coup debout. Hein. Exactement. Ça s'était réglé au sol. Donc, En 1 minute 50, enfin, quelque chose comme ça. Enfin bref. Question. Et puis après, ensuite, je pense que mon cher Polydomson aura bien mérité d'aller pioncer. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, parce qu'on a énormément de questions, bah, il y en a beaucoup, on a déjà répondu, donc désolé si on ne répond pas, enfin, on a déjà répondu dans le podcast, donc on ne lit pas les questions. Alors, bon, Brock Lesnar, on l'a déjà fait la semaine passée. Ah, tiens, allez. Question de Salil Sawarim sur Instagram, @lassueur. Bonsoir, que pensez-vous d'un potentiel combat Khabib-Askren? Qui serait le vainqueur selon vous? Et surtout, comment? Je pense que ce serait en 165, inauguration de la catégorie 165, Champ versus Champ 2020. C'est complexe hein, comme question, c'est vraiment complexe. Moi, j'aurais tendance à la donner à Khabib quand même, parce que je pense qu'il il est plus complet, et puis il est plus testé qu'Askren. C'est-à-dire que Khabib, maintenant, il a quand même rencontré une bonne opposition, tu vois, genre Askren, à part quelques combats, tu vois, au Bellator et son combat contre Robbie Lawler, l'opposition qu'il a rencontrée, elle est d'un niveau qui est un peu inférieur. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais qui est un peu inférieure à celle de Khabib. Et donc je pense que pour ça, je la donnerais à Khabib. Après, quand deux lutteurs se rencontrent, généralement, ça se transforme
en match de kickboxing dégueulasse. Donc, je dirais Khabib par décision, un peu comme ce qu'il a fait avec Yaquinta, quoi. Genre, il y aurait des moments d'accrochage, et puis après, il installerait son striking, et Askren n'arriverait pas à le mettre au sol, tu vois. Enfin, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Très compliqué, tu vois. Et les points s'accumuleraient, donc ce serait comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Affaire à suivre. Après, en tout cas, c'est une petite déception parce que c'est vrai que je pense que le moment, si un jour il y a ce combat-là, je pense que ce sera un petit peu tard pour Askren, dans le sens où il a déjà 34 piges. Ça se fait en 2020-2021. Ça veut dire qu'il aura dû battre vraisemblablement Kamaru Usman, Masvidal. Tu vois, il y aura eu quand même un certain nombre de dommages et un petit peu tard. On l'avait déjà dit à propos de Ben Askren, arrivé tard à l'UFC. Ouais, il faut battre Masvidal, il faut battre Ousmane d'abord. Donc c'est pas. Bonne chance. Bonne chance. Ouais. Mais après, pour en revenir à Ben Askren, le combat qu'il va faire contre Jordan Burroughs, le champion de wrestling américain, ça va être très intéressant, je trouve, pour effectivement le tester et voir. Moi j'attends ce combat-là pour voir niveau athlétisme. Je pense qu'il va perdre, hein, mais voir ce que ça va donner. S'il gagne, ce serait assez exceptionnel. Clairement, s'il gagne, ça veut dire que le gars a toujours un niveau exceptionnel, et là, face à un gars qui est toujours dans son prime, attention. Là, c'est difficile quand même comme combat. Oui. Même si Askren, c'est probablement un des meilleurs lutteurs qui a fait la transition en MMA, ça fait quand même un moment qu'il est en MMA. Exactement. Et là, il est contre un mec qui est au top. Qui est multiple champion du monde, médaillé olympique. Donc bon, ça va être intéressant pour voir, effectivement, ça va être un peu un test, tu vois, Exactement. Pour jauger à peu près de la maîtrise de ce qui reste en fait chez Askren. Après, je pense qu'il ne faut pas trop attacher d'importance à ce genre de truc. C'est un peu c'est une exhibition. Voilà, c'est une exhibition. Donc bon. Mais c'est intéressant, Affaire à suivre, mon cher Polydomso. Bon, bah bien. On se retrouve, donc je ne sais plus quand est-ce qu'on va se retrouver, mais on va se retrouver dans tous les cas dimanche prochain au plus tard. Polydomso, c'était formidable. Et oui, on a décidé de bannir Rust après ses propos tenus sur Roman Polanski. Ouais, c'est ça. On ne l'a pas dit parce qu'il faut étouffer l'affaire un petit peu. Soit.